Bonjour à tous, bienvenue sur BTLV. Comment l'intuition nous aide à trouver notre véritable mission de vie? C'est ce que nous allons voir avec Sarah Divinet. Bonjour Sarah. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir dans En Aparté. Je rappelle que vous êtes médium, auteur et conférencière. Vous accompagnez des milliers de personnes dans leur réflexion sur leur chemin de vie. Vous êtes également l'auteur d'un livre qui est en réédition, Les 5 portes de l'intuition. Il va en être question tout au long de cette émission. Vous êtes médium depuis l'enfance et vous déclarez dans votre livre « Jeune, je jouais avec des entités lumineuses ». C'est-à-dire C'est ça. Alors j'ai cette vision quand j'étais vraiment enfant dans mon berceau, d'avoir des lumières en fait autour de moi et de jouer avec elles. Et mes parents m'ont souvent rappelé que quand ils me mettaient au lit ou quand ils venaient me chercher, j'avais toujours le sourire et j'attendais toujours dans mon berceau avec le sourire. Et ça a été de plus en plus en fait la réalité, comment jouer avec l'univers, comment jouer avec ce qui m'entoure. Et après, alors ça c'est quand vous êtes tout bébé, mais après quand vous avez 4-5 ans, 7-8 ans, comment ça se gère en fait par rapport à... Vous comprenez ce qui se passe? Vous avez, ou de façon évidente, vous avez des éléments de réponse? Comment ça se gère aussi par rapport aux autres? Jusqu'à, je dirais, 4-5 ans, j'étais vraiment connectée à ma joie. Pour moi, la vie était vraiment un jeu. À un moment, mon grand frère, qui a 3 ans de plus, demande à ma grand-mère, mais Dadou, pourquoi on est sur Terre? Et ma grand-mère, elle ne sait pas trop quoi répondre. Et moi, je dis, on est là pour jouer, tu vois. Donc, il y a vraiment ce côté où jusqu'à 4-5 ans, 6 ans, on va dire, j'avais vraiment cette joie. Je disais bonjour à tout le monde. J'étais heureuse, en fait, d'être sur Terre. Et à un moment, dans le métro, il y a une femme en face de moi qui pleure, qui ne va pas bien. Et je demande à ma grand-mère, mais Dadou, pourquoi elle est triste? Et elle me dit, ma chérie, je ne sais pas. Et je lui dis, mais on peut faire quelque chose pour elle? Elle dit, non, on ne peut rien faire pour elle. Et intérieurement, c'est comme si je me suis dit, mais si moi, je ne peux pas transmettre la joie autour de moi et que les autres sont tristes, à quoi ça sert en fait d'être connecté à sa joie? Et ça a été un petit changement à l'intérieur de moi, de dire, donc en fait, il faut suivre les règles sur Terre, faut être un peu aimé des autres personnes. Et c'est là où ça a un peu changé ma vision. Et j'étais moins moi, mais plus à essayer d'être quelqu'un qui se fond un peu plus dans la masse. C'est une contrariété, c'est un changement d'aiguillage. Est-ce que c'est pour vous l'impression, en fait, en tous les cas, est-ce que vous ressentez à cette époque-là l'intuition que vous êtes là pour transmettre et accompagner? Parce que vous êtes en même temps extrêmement jeune pour avoir déjà une forme de contrariété intérieure. Je me suis toujours posé la question, mais quelle est ma place sur Terre? Pourquoi je suis là? Et vraiment très très jeune, à un moment, à 7 ans, je me suis dit, tiens, ça serait chouette de comprendre qu'on a des vies antérieures. Est-ce qu'on a des vies antérieures? Est-ce que ça existe? Et j'en discutais récemment avec mon copain, qui lui est très cartésien, mais ouvert d'esprit, et il me disait, mais Sarah, moi à 7 ans, je construisais... Des trains? Non, alors pas des trains, mais une épée en bois, tu vois, dans la forêt, quoi. Je me posais pas ces questions de vie antérieure. Donc il y a toujours eu cette demande de dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Et surtout, quelle est ma place? Quelle est ma mission de vie? C'est particulier d'être déjà dans cette conscience-là, en fait, surtout par rapport aux vies antérieures. Autant on peut avoir un ressenti, une intuition, mais d'être dans cette conscience-là, c'est quand même compliqué. Vous pouviez en parler à vos parents ou à d'autres personnes de votre entourage? C'est arrivé un peu plus tard, parce qu'après, je me suis surtout rendu compte à ce moment-là, consciemment, que j'étais comme une éponge émotive. Donc je prenais les émotions des personnes qui m'entouraient. Et jusqu'à très tard, jusqu'à au moins mes 30 ans, quand j'étais triste, il fallait que je fasse un petit chemin intérieur pour dire, ok, est-ce que c'est moi qui suis triste? Est-ce que j'ai pris ça d'une autre personne que je vais voir, d'un proche? Donc, c'est le côté un peu fardeau d'être dans ce côté un peu médium. Moi, j'appelais ça éponge émotive. Et mon père m'a beaucoup soutenue, surtout dans l'adolescence, pour être ok avec ça, pour pas me juger à être un peu différente ou un peu trop sensible par rapport à ça. Vous jugez, mais aussi pas vous laisser déborder par les émotions que vous ressentiez. En fait, vous avez dit ce mot très juste et je comptais vous poser cette question-là aussi. Est-ce que c'est plutôt un cadeau ou un fardeau? On peut dire un cadeau parce que cette conscience et finalement ces perceptions extrasensorielles, elles permettent d'aborder la vie différemment. Et en même temps, en étant jeune et sur son chemin de vie, il faut faire le tri aussi. C'est pas facile tous les jours, j'imagine. C'est ça. Donc au début, c'est plus un fardeau.
Et peu à peu, on commence à maîtriser et on commence à apprécier ce don et à l'utiliser pour soi et pour les autres. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, ma vie a plus de jeu. C'est comme si je joue vraiment avec l'univers. Je peux co-créer en fait ma vie, me dire tiens, j'aimerais qu'il y ait ça dans ma vie ou un rêve, et de voir qu'avec l'intuition, hop, je peux réaliser plein de raccourcis. Donc il y a vraiment aujourd'hui cette joie d'être en vie et d'être sur Terre, mais ça n'a pas toujours été le cas. Même si j'ai eu une enfance qui était quand même très heureuse et pétillante, mais il y avait toujours ce côté d'être un peu à part, d'être un peu faux-folle, ou d'être un peu... un peu rebelle peut-être, un peu parfois en dehors des clous, en dehors des conventions. En dehors des conventions, mais c'était un peu bizarre parce que j'avais envie d'aimer qui j'étais et en même temps je ne me sentais pas à ma place. Et une des clés a été vraiment de dire, en fait, je peux être qui je suis sur Terre. Je peux vibrer de ma pleine énergie ou essence et incarner qui je suis sur Terre. Et pas être contre en fait, ce qui m'arrive, mais vraiment accueillir qui je suis, même si, après tout le monde est différent, mais même si je suis un peu en décalage avec les autres. Alors ça, on va bien sûr y revenir tout au long de cette émission, puisque vous accompagnez les différentes personnes à trouver leur mission de vie, à déployer leur potentiel. C'est ce qui vous arrive à vous également. Avant qu'on aborde tous ces sujets, j'aimerais clarifier quand même ce mot intuition. Parce que finalement, on en a une idée, on se dit l'intuition, c'est ce qu'on ressent comme une forme d'évidence, et parfois on a l'intuition qu'il faut aller vers cette personne, ou parfois qu'il ne faut pas aller sur ce chemin-là. Qu'est-ce que c'est en fait, fondamentalement, l'intuition pour vous? C'est ça. L'intuition, donc, tout le monde a de l'intuition pour moi. C'est juste à des stades qui vont être différents en fonction aussi de la pratique de la personne à développer son intuition. Et l'intuition, pour moi, c'est vraiment le messager de l'âme. Donc, on a à l'intérieur de nous une âme, une partie divine qui vient sur Terre, qui est immortelle, qui à chaque fois vient pour apprendre qui elle est à travers des expériences humaines. Et l'âme, elle a cette sagesse universelle, elle a cette connexion à tous les êtres vivants sur Terre et ailleurs. Et l'intuition, c'est vraiment ce messager de l'âme qui va passer par le corps et qui va passer par les 5 sens, les 5 perceptions. Et ensuite, les messages vont être envoyés à l'esprit. Et si l'esprit est calme et ouvert, ben là, il écoute son intuition. Donc ça va être, vous rencontrez une personne pour la première fois et vous vous dites, tiens, cette personne, je ne la sens pas. Ou au contraire, j'ai l'impression de la connaître depuis le début. Ça, c'est une intuition. Ou par exemple, vous pensez à une personne, vous avez le visage d'une personne qui arrive et hop, vous recevez un message d'elle. Synchronicité, intuition, ça peut être aussi parfois un mix. Ça peut être un mix. Donc l'intuition, elle vous parle à travers le corps, à travers les 5 sens dans l'instant présent. Et ensuite, c'est les synchronicités. Donc c'est les messages de l'univers pour vous à travers une conversation, une émission de télé, un livre. Et là, pour moi, pour la synchronicité, ce qui est important, c'est de sentir à l'intérieur de soi, tiens, est-ce que ça vibre ? Comme quand on a un téléphone et qu'on reçoit un message, est-ce que je vibre à cette information-là ? Est-ce que ça sonne juste ? Est-ce que ça résonne ? C'est ça. Est-ce que j'ai des frissons dans les mains ? Est-ce que j'ai un sourire sur les lèvres ? Est-ce que j'ai la danse de la joie qui arrive ? Dans quelle vibration ça nous met en fait à ce moment-là ? Ouais. C'est ça qu'il faut arriver à écouter. Alors on va y revenir. À un moment donné, vous rencontrez dans votre parcours, parce que tout n'a pas été complètement simple, vous rencontrez Laurent Chénaud, donc cet entrepreneur français, qui vous met le pied à l'étrier pour faire votre première conférence. Et là, tout s'ouvre, tout s'accélère. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors j'ai réussi juste quelques années avant à développer une capacité en me connectant à une personne à entendre le message de son âme. Et donc j'ai lancé un blog dessus pour accompagner les personnes à développer leur intuition, connecter avec leur âme. Et je me demandais, puisque je travaillais en marketing web et mobile avant, et je me demandais, tiens, comment je peux vivre de ma passion ? Est-ce que c'est quelque chose qui est complètement fou ou est-ce que c'est possible ? Et Laurent Chénaud m'a appelé et m'a proposé de faire une conférence en ligne. Il me dit, mais Sarah, si tu fais une conférence en ligne, tu ne feras pas des consultations individuelles et ça ne va pas t'épuiser. Et ça te permettra vraiment de commencer à avoir un autre modèle économique où tu peux vivre de cette passion-là. Et de toucher plus de monde. Et de toucher plus de monde. Mais c'était surtout à ce moment-là, comme je faisais des consultations individuelles, j'étais souvent épuisée au niveau énergie. Et je me suis dit, non, ce n'est pas ça que je veux dans ma vie. Et donc, j'ai lancé la conférence en ligne, j'ai suivi son programme et j'ai lancé après ma première formation en ligne et j'ai quitté donc mon CDI pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Et là, ça fait 7 ans déjà. Alors, c'est le grand saut. Est-ce que vous y êtes allé en confiance ? Vous y êtes allé quand même en vous disant, oh là là,
Comment, à un moment donné, ce virage, vous l'avez géré? Parce qu'on peut être de bons conseils toujours pour les autres, mais vous, quand il s'agit de soi, de faire ce saut dans l'inconnu, comment vous l'avez géré? Moi, j'ai adoré faire ce saut dans l'inconnu. Je me suis dit, allez, j'ai mon parachute, j'ai à peu près ce que je veux faire. J'ai lancé ma première formation. C'est après coup où là, je me suis rendu compte que travailler en marketing et travailler en tant que médium ou en tant qu'accompagnatrice, il fallait que je change complètement mon emploi du temps et que je sois encore plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Parce que dès qu'on commence à être stressé, en fait, on n'a plus de clarté intérieure et c'est difficile après de capter des messages, de transmettre des méditations, des exercices. Donc j'ai mis 3-4 mois après à vraiment être plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi pour savoir quand travailler et pas travailler de 8h à 19h, mais vraiment être beaucoup plus dans cette écoute. Alors, vous accompagnez des gens à développer leur intuition, à mieux communiquer avec leur guide. Est-ce que finalement l'intuition, ça se rapproche de la médiumnité? Et surtout, est-ce que c'est une étape incontournable, comme une forme de première marche pour arriver à bien se connecter à soi-même? Pour moi, l'intuition, c'est comme si on ouvre en fait une porte vers soi-même. Donc ça va être plus ou moins ouvert en quelque sorte les perceptions. Donc il y a plusieurs profils intuitifs. Il y en a qui sont tout de suite dans cette hyperconnexion, cette hypersensibilité. Moi, je les appelle les profils intuitifs connectés. Et donc, eux, c'est l'inverse, c'est qu'ils ont tout ouvert et en fait, ça leur fait peur. Ils voient des entités, ils voient des choses où ils ne savent pas comment gérer. Comment les interpréter? Comment être en paix avec. Et donc là, c'est un des profils particuliers où ils ont tout de suite accès à une sorte de médiumnité, mais ça leur fait peur. Et il y en a qui bloquent tout. Et en bloquant, en fait, ils se disent « mais moi, je n'ai pas d'intuition ». Et c'est juste qu'ils ne savent plus retrouver en fait, le chemin. Mais par contre, tout le monde a de l'intuition et tout le monde peut développer ses perceptions. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que en fait, écouter son intuition peut être beaucoup plus simple que ce qu'on croit. Est-ce qu'il n'y a pas un effet de mode où justement, il y a ce côté où tout le monde a envie de se connecter, mais est-ce qu'il y a des bons et des mauvais messages à recevoir? Comment faire le tri? Comment savoir si ce n'est pas l'ego qui nous parle plutôt qu'effectivement les guides dont il serait question? Et est-ce que ça ne devient pas finalement après un directeur de conscience? C'est-à-dire qu'on ne peut plus prendre une décision sans se dire est-ce que je me suis connecté, est-ce que j'ai eu le message? Est-ce qu'il n'y a pas l'excès de cette qualité, de cet atout? Est-ce qu'il n'y a pas un côté qui peut devenir enfermant ou une forme de dépendance qui s'installe? Alors pour moi, l'intuition, c'est comme une meilleure alliée ou une meilleure amie. Donc elle m'apporte tellement de joie, tellement d'ouverture vers des rêves que je la suis, même si des fois c'est un peu flippant ou si j'ai des doutes. Par contre, ce qui est important, c'est vraiment comment je me centre, comment j'accède à faire une pause à l'intérieur de moi avant de recevoir une réponse. Donc si vous avez une décision qui va être difficile à prendre, c'est comment revenir à l'intérieur de soi, au calme, et hop, après j'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi. On est tellement envahi d'informations extérieures qui sont des fois même orientées plus vers la survie et la peur, ou même ça peut être des proches qui nous donnent des conseils, etc. C'est juste de dire, tiens, comment je reviens dans le calme à l'intérieur de moi? Et là, hop, il y a l'intuition qui arrive. Donc, c'est pour faire la différence vraiment entre le mental et l'intuition. Et après, moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment de me dire, en fait, c'est ma réflexion qui est au service de l'intuition. Donc, c'est pas que j'ai une vision et donc j'y vais et je réfléchis pas. Je pense aussi à la trajectoire pour y arriver. Et ce qui est chouette, c'est que les visions, l'intuition, elle n'a pas forcément de forme. Donc, si par exemple vous rêvez, je ne sais pas moi, d'une maison de vivre à Bali, c'est pas forcément acheter une maison à Bali. C'est pourquoi pas y vivre, pourquoi pas partir en vacances, pourquoi pas échanger avec une personne qui a vécu à Bali. Et donc l'intuition, en fait, il y a beaucoup plus de créativité. Oui, il y a plusieurs chemins autour d'une projection possible et d'un état vibratoire dans lequel ça nous met. Vous dites dans votre livre, mon intuition m'aide à m'aimer tel que je suis. Est-ce que c'est pas la chose la plus difficile de s'aimer? Je pense que c'est là où on se connecte à sa vulnérabilité, à dire, voilà, moi c'est ça, c'est ma croyance, c'est mon essence, c'est qui je suis pleinement. Et surtout quand on sort de sa zone de confort, l'intuition, elle nous pousse à aller dans un domaine où on n'est pas forcément à l'aise, où il n'y a plus de cadre. Et là, c'est important d'accepter ses imperfections, de pouvoir s'aimer en fait comme on est. Avec ses zones d'ombre. Avec ses zones d'ombre et avec ses maladresses. Il y a des moments,
par exemple, j'envoie un mail et je fais une énorme erreur et je l'envoie à plus de 30 000 personnes ou 50 000 personnes à l'époque. Et donc, juste après, j'étais dans le bus et j'étais là, OK, même si je me suis trompée, je m'aime et je m'accepte complètement et profondément. Et c'est pas grave. Et c'est OK. Et donc, c'est plus on va accueillir qui on est, plus on va ouvrir son cœur à qui on est, bah, plus on a du plaisir à vivre et on est moins à se juger et à se critiquer en permanence. Et voilà, ça fait du bien et puis ça nous permet de garder le sourire et de dire on fait du mieux qu'on peut en fait. Ça a été compliqué pour vous de vous aimer, de vous trouver, de vous définir, de vous aimer tel que vous êtes avec votre part d'ombre et votre lumière? Je pense que c'est un chemin et ça fait du bien d'être sur ce chemin-là. Parce qu'on voit Moi, je vois par rapport à qui j'étais avant, à me poser plein de questions quand j'étais ado sur mais c'est quoi le sens de ma vie, mais pourquoi je suis sur Terre, mais pourquoi j'ai cette perception. Des fois, c'était un peu dur d'honorer vraiment son propre destin. Et le fait de développer cet amour de soi, ça fait du bien, en fait, ça calme, ça... il y a plein de douceur et de bienveillance après. Et après, ce qui est chouette, moi, dans mon métier, c'est que plus je le fais pour moi, plus après je conceptualise pour le transmettre, bah, plus ça impacte aussi les autres et ils se disent « Ah, mais ça peut être simple en fait de s'offrir cette bienveillance-là ». Le regard des autres, c'est compliqué de s'en affranchir? C'était surtout au début quand j'étais entrepreneur et que je ne savais pas comment me définir. Alors des fois je disais « Ah, je suis clairvoyante, je suis médium ». Et donc il y a toujours ce regard quand les personnes, sur la spiritualité, c'est assez délicat, surtout quand on est des personnes où on a ce côté réflexion et en même temps on a ce côté un peu perché. Et donc, c'est comment jouer avec ça, comment s'adapter aussi à l'autre. Maintenant, je le dis, et puis je trouve que le monde, c'est beaucoup plus ouvert. Donc, je sais qu'il n'y a pas ce côté un peu plus sorcière qu'il y avait peut-être une dizaine, une vingtaine d'années avant. Ça se démocratise de plus en plus. Ouais. En tous les cas, les consciences s'ouvrent de plus en plus sur ces sujets-là. Ouais. J'ai reçu dernièrement, il y a quelques mois, Géraldine Prévost-Gigant, avec qui on échange beaucoup sur BTLV, sur les synchronicités. Elle nous parle aussi beaucoup d'estime de soi, la confiance en soi et comment apprendre à s'aimer. On l'écoute. Quand on est préoccupé par le regard des autres, quand on a peur de ne pas être aimé, c'est en fait que nous ne nous aimons pas suffisamment. Alors je ne veux pas dire que je suis en train de prôner l'autosuffisance, pas du tout. Nous sommes des êtres de lien, nous avons besoin d'être en lien. C'est de nos interactions, de nos co-créations que nous puisons notre épanouissement, et que nous comprenons aussi beaucoup de choses, que l'on apprend de nous-mêmes. Apprendre sur nous-mêmes et nourrir l'estime de soi, c'est un chemin aussi? C'est surtout avoir confiance. Moi, j'ai plus confiance en ce qui me guide et en mon intuition qu'en moi-même. Donc, si l'intuition, elle me dit va t'installer à La Réunion, même si tu connais presque personne, et que je sens qu'il y a de la joie à le faire, je le suis. Et je peux avoir peur, je peux avoir des doutes. Donc là, ce qui est important, c'est quand je sens que je ne suis pas à la hauteur, ou quand je sens que je suis débutant dans un domaine, c'est accepter de demander de l'aide. Et pour moi, ça crée le lien, en fait, avec ses rêves et ça permet vraiment de réaliser des choses qui paraîtraient impossibles. Est-ce que c'est, en fait, avoir la conscience de sa juste place à cet endroit-là précis? C'est ça. Et puis qui peut changer. Il y a ce côté aussi impermanence. Il y a cette capacité d'être flexible et d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi, même si ce n'est pas en lien avec le cadre. Et j'accompagne aussi des femmes qui pensaient que le bonheur, c'était d'avoir une famille, d'avoir un boulot, d'avoir un mari qui les aimait. Et après, elles se disent « Ah, mais en fait, ce n'est pas ça mon vrai bonheur, je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas heureuse maintenant. » Donc, on a vraiment tous une manière, en fait, d'être heureux. Bien sûr, la joie est intérieure, mais il y a vraiment ce côté « Tiens, comment... » En suivant mon intuition, je peux avoir une vie qui me ressemble. Et en tous les cas, comprendre qu'on n'est pas obligé de correspondre peut-être à un schéma imposé par la société ou à des pressions, justement, ou un diktat du bonheur. On y reviendra. Aujourd'hui, votre vision a évolué. Vous accompagnez des gens donc, sur leur chemin de vie. Vous les faites évoluer. Est-ce que vous aussi, ça vous remplit, ça vous nourrit, les expériences des autres? Je trouve que ça me donne vraiment ce sourire, cette vibration. Je pense que je suis sur mon chemin et donc j'avance. Et quand j'avance et que je transmets à une autre personne, c'est comme si j'arrive à conceptualiser quelque chose qui est déjà à l'intérieur de moi.
Et ça me donne beaucoup de bonheur et de joie d'accompagner des personnes chaque mois. Et je me rends compte que c'est même des fois des petites choses. Par exemple, il y a Sandra, une de mes abonnées, elle me disait, mais grâce à toi, en fait, j'ai réussi à faire juste une pause de 5 minutes, même si c'est le bazar autour de moi, et de ne pas être toujours dans le contrôle, en fait, de ce qui m'arrive. Et juste ça, elle m'a dit, ça a changé la manière dont j'ai de la bienveillance pour moi, la relation avec ma fille, je suis beaucoup moins stricte, je suis plus dans l'empathie, et également ma relation avec ma maman, où je prends plus de distance par rapport à ce qu'elle me transmet en fait comme message. Et donc des fois, ça peut être juste de faire quelques pauses dans sa journée et ça peut transformer sa vie. Et c'est là où je me dis, ah, mais ça peut être simple en fait, par des petites choses. La reliance, le fait d'être tous interconnectés, est-ce que ça vous donne le sentiment que finalement, la joie de chacun, cette paix intérieure qui est un des fondements en fait du bonheur, est-ce qu'on est sur un soi apaisé pour aller vers quelque chose de collectif qu'on peut construire donc tous ensemble? C'est indispensable? Je pense que pendant longtemps, j'ai eu cette vision du monde idéal, comme si je voulais accompagner les autres à être en paix, accompagner les autres à mieux vivre sur Terre. Et de plus en plus, c'est plus de me dire, tiens, comment, en fait, moi, je peux être bien même si les autres vont mal. Comment je peux prendre soin de moi et après de prendre soin des autres. Donc, c'est l'inverse maintenant. C'est plus comment ma vibration, en fait, peut bien sûr aider, ou votre vibration peut aider d'autres personnes, mais je suis de plus en plus dans moi d'abord et ensuite les autres. Et ne pas se laisser peut-être asphyxier par le climat ambiant. Et Dieu sait si on en vient plutôt en ce moment angoissant, contrariant. Alors, l'intuition, on va y revenir parce que c'est quand même le sujet phare de votre livre, les 5 portes de l'intuition. Ça se développe, ça s'apprend, c'est inné. Comment vous voyez les choses? Alors pour moi, c'est vraiment tout le monde a de l'intuition. Donc on a tous une âme, on a tous une partie divine, une sorte de voix intérieure remplie de sagesse en nous. Donc après, c'est juste, est-ce qu'on est un peu plus dans le mental? Est-ce qu'on se perd dans notre cœur? Ou est-ce qu'on suit notre intuition? Ou au contraire, est-ce qu'on est envahi d'informations autour de nous? Donc on a tous une relation différente avec l'intuition, mais par contre, elle se pratique. Et moi, j'accompagne des personnes et juste en quelques mois, elles se rendent compte que ça s'ouvre et elles pensaient ne pas en avoir et en fait, elles en ont. Et même des fois, avec un jeu, il y a des personnes qui sentent ce switch et qui se disent « Ah, mais en fait, c'est ça l'intuition, ça peut être facile. » Il y a une méthode? Alors, moi, j'ai, on va dire, identifié une méthode qui est disponible pour tous. La première, c'est vraiment de se centrer, de calmer son esprit, c'est le plus challengeant. Bah oui. De faire taire toutes les pensées encombrantes, les croyances limitantes, le petit moteur dans la tête qui ne s'arrête jamais. Et ça, c'est de la pratique. Parfois, on a l'impression d'y être, et puis 5 minutes plus tard, on dit « Ah bah non, en fait, j'y suis plus. » Donc là, ça demande de la pratique, mais c'est très agréable d'être dans cet état-là. Ensuite, c'est poser une question à son intuition, formuler une demande. Ensuite, c'est recevoir les réponses. Donc, on a partagé, on reçoit à travers les 5 sens. C'est se rendre disponible aussi pour en avoir déjà, pour les recevoir, les voir et surtout les interpréter. C'est ça. Donc, d'abord, on les reçoit et après, on peut essayer de les décoder. Quand on reçoit, par exemple, une image, une sensation, un mot ou une parole, c'est juste, OK, bah, j'accueille même si je ne comprends pas. Et dans un deuxième temps, j'essaye de décoder. Et ensuite, il y a les synchronicités. Donc, il y en a beaucoup qui se disent, tiens, je n'ai pas d'intuition directe, mais par contre, j'ai plein de synchronicités derrière. Donc ça, c'est vraiment la troisième qui est recevoir les réponses. 4, c'est comment avancer. Et donc là, c'est comment apprendre à s'aimer, à accepter ses imperfections, à prendre des risques dans sa vie, à accepter de ne pas être sur les mêmes règles que les autres. Et en 5e, c'est célébrer. C'est dire, en fait, notre âme, elle vient pour apprendre et grandir. Et on peut avoir du plaisir vraiment à vivre sur Terre. Est-ce que finalement, ça ne revient pas à déconstruire tous les mauvais schémas dans lesquels on nous met depuis qu'on est enfant, où on apprend à ne pas penser à soi d'abord, à être dans la culpabilité de l'échec, à pas forcément se célébrer parce que justement, c'est pris pour de l'arrogance. Est-ce qu'on n'est pas en sens inverse? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être enseigner tout ça aux enfants dès le plus jeune âge, plutôt que de leur apprendre à tout déconstruire pour ensuite reconstruire sur ces bases-là. C'est vrai, c'est vrai. On a mis tellement de règles pour essayer de mieux vivre ensemble qu'il y a des moments,
on est emprisonné en fait dans un système ou dans une croyance. Et donc c'est important de prendre conscience, tiens, est-ce que ça c'est une histoire que je me raconte, que j'ai pris de mes parents, de l'éducation, ou ça fait vraiment partie de mon essence? Et souvent, la plupart des choses, c'est que ce qu'on a forgé sur l'image qu'on veut avoir, mais c'est pas notre réel nous, quoi. La joie de vivre. Vous Oui. parliez tout à l'heure de la suivre, de l'écouter, de se caler par rapport à ce qu'on ressent. Et cette joie, c'est le premier phare dans la nuit. Ouais. Est-ce qu'elle n'est pas compliquée à trouver cette joie en ce moment dans un contexte si compliqué d'un point de vue sanitaire? Je pense que la joie est intérieure. On pense que si on part en vacances, si on est célibataire et qu'on trouve un amoureux, une amoureuse, si on a le job de ses rêves, si on vit sa mission de vie, tiens, enfin, à ce moment-là, on sera heureux. Et la joie, ce sourire intérieur, il est vraiment connecté déjà à nous, à notre corps. Et on peut avoir du sourire, peu importe ce qui se passe en fait dans la journée. Et moi, j'aime bien des fois me poser la question le matin, tiens, qu'est-ce qui me rendrait heureuse aujourd'hui? Et ça peut être juste de sentir le soleil sur ma peau, de prendre une douche chaude, d'échanger avec une personne que j'aime. D'éclater de rire. D'éclater de rire, de mettre une musique que j'aime bien et de danser. Donc pour moi, elle n'est pas liée vraiment à l'environnement. Et plus on la cultive de soi à soi, plus en fait ça donne le sourire aussi autour de nous. Et ça crée une autre vibration qui change aussi les événements extérieurs. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui finalement dans une forme de dictat du bonheur? On entend de plus en plus parler de méthode pour ci, de méthode pour ça, apprendre à s'aimer, apprendre à être heureux. Est-ce que ça ne met pas des injonctions supplémentaires? Parce qu'on nous dit finalement, il faut calmer le mental, il faut trouver sa joie, voilà la méthode. Et est-ce que ça ne peut pas nous mettre encore plus dans une posture d'échec et donc de culpabilité quand on n'y arrive pas, de se dire, moi j'y arrive pas, comment ça se fait? Et finalement de nous rajouter un fardeau. Est-ce qu'il n'y a pas cette espèce de pression, finalement, alors qu'on nous dit lâcher la pression, lâcher le mental? Est-ce qu'il n'y a pas de choses un peu contradictoires avec cet effet un peu de mode, même si c'est important et que ça aide beaucoup de gens? Je pense que le mental se raconte beaucoup d'histoires. Et donc, il va dire, tiens, c'est important que je sois heureux. Ah bah mince, hein, je ne suis pas heureux. Ah bah non, alors je vais culpabiliser. Et donc, ça tourne en rond. Ça, c'est vraiment le mental qui tourne en rond. L'important, je pense, c'est surtout, quand on traverse une épreuve difficile, c'est de prendre soin de soi, même si on n'a pas cette joie intérieure, et d'oser demander de l'aide. Ça, c'est le principal. Mais après, c'est de te dire, tiens, ce matin ou aujourd'hui, qu'est-ce qui me ferait plaisir de vivre? Et pour moi, ça demande du courage, parce que suivre sa joie, c'est pas quelque chose qu'on apprend. Quand on est enfant et qu'on a envie de suivre sa joie, bah, souvent, il y a une règle qui fait qu'on peut pas la suivre. Donc, il y a vraiment, maintenant qu'on est adulte, maintenant qu'on est responsable, est-ce qu'on ne pourrait pas choisir au lieu de se sacrifier pour les autres, de vraiment se connecter à ce qui nous fait plaisir? Et en fait, ça donne une vie qui a plus d'impact. Ça donne une vie où on a du sens, où on vit vraiment sa mission de vie, de suivre sa joie. Et en même temps, j'ai vraiment conscience que ça demande beaucoup de courage, parce que souvent, quand on est triste, quand on fait un peu sa victime, bah, y a beaucoup de monde autour de nous. Et quand on commence à être dans la joie, il y a quand même des fois un chemin où on est obligé de le faire seul, avant de rencontrer peut-être d'autres personnes qui vibrent plus à notre fréquence. C'est être déjà dans sa vérité à soi. Oui, exactement. Oser faire une pause et changer d'angle de vue, c'est souvent nécessaire. Est-ce que c'est si compliqué que ça, finalement? Alors, faire des pauses, ça peut être très simple. Ça peut être juste plusieurs fois dans la journée. Vous pouvez poser une main proche de votre cœur, et juste concentrer votre attention sur la respiration, sur ralentir votre rythme. Et ça permet de faire un peu de cohérence cardiaque, mais surtout de se reconnecter en fait à soi. Et ça, on peut le faire 2-3 fois dans la journée. Et c'est assez simple à faire. Après, moi, je conseille d'avoir des rituels, d'avoir des moments où, dans votre agenda, vous prenez soin de vous. Donc, ça peut être 10 minutes le matin, comme un petit rituel de respiration, de méditation, de yoga, d'exercice, juste pour arriver à se centrer. Et comme ça permet d'avoir une terre qui est riche, qui est plein de minéraux. Voilà. Et donc, quand on a un moment un peu de stress, bah, c'est OK, en fait. On a cette base-là où on a cette paix à l'intérieur de soi. C'est prendre rendez-vous avec soi-même. Parfois, quand les gens parlent de calmer son mental, alors ils utilisent souvent le mot combattre les idées, combattre les peurs, lutter contre. Est-ce que finalement, lutter, c'est pas entretenir plutôt qu'aller vers? C'est plus intéressant d'aller vers ses désirs. Qu'est-ce que vous en pensez de aller vers plutôt que être contre ou résister?
Alors, je pense que ça dépend où est-ce qu'on en est. C'est-à-dire que moi, je me suis amusée à faire plein de choses pour calmer mon mental. Et dans une période qui a été très difficile, j'avais l'impression d'être dans ce combat parce que j'étais envahie de pensées et je venais d'avoir une séparation douloureuse. Je revenais vivre chez mon père, j'avais plus de travail. Et il y avait vraiment cette idée comme si je devais combattre quelque chose, comme si j'avais des idées négatives et que je devais arrêter d'en avoir. Et donc, ça dépend du chemin sur lequel on est. Après, c'est juste accueillir ces pensées et revenir à l'intérieur de soi. Ah, j'ai une pensée qui arrive, je reviens à l'intérieur de moi. Et donc, c'est plus... On est dans une vie où on a l'impression d'être en survie. Et c'est accepter qu'à certains moments, hop, la vie nous rappelle, tiens, là, je suis dans un mode de survie. Et si j'étais plus à écouter la vie à l'intérieur de moi. Donc, c'est d'accueillir les deux. Et c'est sûr que quand on utilise l'énergie pour dire non, je veux pas ça, bah, quand on dit oui, c'est plus simple et c'est plus fluide. Est-ce que c'est accepté également d'aller moins bien à certains moments, s'accorder le fait de poser un genou à terre, d'avoir des moments parfois de désespoir, plutôt que de chercher à lutter, de se dire il faut aller bien, il faut juste calmer, je ne suis pas cette émotion, on entend souvent ça, mais finalement accepter que pendant cette période-là, ça va moins bien et ça ira mieux après, puisque la vie est un cycle. Accepter, c'est important. Moi, il y a eu une période où je voulais absolument vivre ma mission de vie, découvrir ce que c'était, donner du sens. Et après, quand j'ai réussi vers... il y a une trentaine d'années, je me suis dit, ah, maintenant, c'est quoi? Et je me dis, ah, l'important, c'est d'être heureux. Même si on ne peut pas aider les autres, d'être heureux. Et donc, je suis partie pendant quelques années sur, c'est important d'être heureux, sois tout le temps joyeuse, même s'il y a des choses qui ne vont pas. Et en fait, ça a créé une énergie où, même quand j'allais mal, je me dis, non, il faut être heureuse. Et il y avait ce côté qui n'était pas d'accueillir ce qui allait, ce qui n'allait pas. Et en fait, le fait de lâcher ça, de dire, il y a des moments, je ne suis pas heureuse, mais c'est comment je peux m'aimer, même si je ne le suis pas. Comment je peux m'accueillir, même si j'ai une journée qui est nulle et j'ai une mauvaise nouvelle. Et c'est comment j'accueille juste ce qui se passe et d'accepter que la joie, en fait, elle monte, elle descend. Et c'est pas d'être toujours au top, c'est d'être plus, de temps en temps, d'être dans le creux de la vague et puis d'aimer qui je suis, même dans le creux de la vague. Oui, et puis de se dire que même au creux de la vague, on a des choses peut-être à comprendre, à apprendre, à travailler. Vous parlez souvent de mission de vie, puisque c'est la thématique de cette émission. C'est quoi la mission de vie? Parce que finalement, on se dit, chacun veut trouver sa mission de vie. Mais est-ce qu'on a tous une mission déjà? Et c'est quoi pour vous la mission de vie? Alors pour moi, la mission de vie, c'est le fait que notre âme, elle vient sur Terre pour se rapprocher de qui elle est. Et donc c'est vraiment par des expériences qu'elle va transformer une épreuve en un apprentissage. Et cet apprentissage-là, des fois, il peut mettre des années, il peut mettre une vie, il peut mettre plusieurs vies. Et c'est ça la mission de vie, c'est de dire, tiens, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre aujourd'hui et comment je peux le transmettre ou comment je peux l'incarner pleinement. Pour moi, on peut avoir une mission de vie qui va durer sur plusieurs vies, ou on peut avoir même deux missions de vie dans notre propre vie. Le fait d'être aligné sur son chemin, d'être aligné sur sa mission de vie, on a beaucoup plus de paix intérieure, de joie, et on a moins l'impression d'être en lutte, d'être dans ce côté survie, mais plus de se laisser aller sur la vague et de suivre le mouvement. Donc la mission, c'est pas forcément quelque chose à faire pour les autres, pour quelque chose, c'est être en accord avec son âme et si tant est qu'il y ait effectivement des vies antérieures, mais en tous les cas des réincarnations, c'est de se dire quand en tous les cas dans cette incarnation terrestre-là, si tant est qu'on soit vraiment ces êtres spirituels venus faire une expérience terrestre, c'est d'être aligné par rapport à ce qu'on est venu travailler. Mais ce n'est pas forcément une mission comme on l'entend, nous, dans le sens un peu déformé, professionnel, où on vient pour faire quelque chose. C'est peut-être une mission, ça peut être juste comprendre quelque chose, c'est cela? Alors, c'est vraiment ce côté, on n'est pas venu se sacrifier pour d'autres. Donc, c'est pas... Chacun vient pour soi. Chacun vient pour soi, mais comme on est tous reliés à la même énergie, dès que moi, je vais changer ma vibration, en fait, ça va aider les autres aussi à changer leur vibration. Donc, inconsciemment, de toute façon, on impacte le monde par qui on est. Et on a chacun sa propre fréquence. On a chacun sa place, en fait, sur Terre, parmi les vivants. Et peut-être que certaines personnes, elles ne vont pas avoir d'interaction avec les autres, mais le fait de découvrir qui elles sont, d'incarner qui elles sont, de toute façon, ça va changer le monde et notre énergie sur Terre.
Dans votre ouvrage, vous faites référence à la CNV, la communication non Oui. violente, dont Marshall Rosenberg est bien évidemment le précurseur et l'accompagnant de beaucoup d'autres. Oui. C'est un outil complémentaire, parce que ça aussi, alors, ce sont des concepts et des comportements magnifiques quand on lit les clés de la CNV. C'est compliqué de les mettre en pratique, parce que c'est un travail permanent et ça peut prendre toute une vie, et même on y arrive parfois, pas toujours. C'est un outil complémentaire. Tout ça, ce sont des outils qui sont là pour nous aider à être vraiment qui on est, dans le meilleur de notre potentiel. J'adore Marshall Rosenberg. J'ai eu le plaisir de faire un séminaire au Nouveau-Mexique avec mon papa. Et c'est magique, en fait, cette méthode-là. C'est comment se reconnecter, en fait, à soi, comment se reconnecter à ses besoins et voir l'autre au-delà de sa souffrance, mais de voir vraiment qu'est-ce qu'il vit à l'intérieur de lui. J'adore cette méthode de communication non violente ou communication bienveillante. Et je trouve qu'elle est magique quand on se reconnecte à ses besoins ou aux besoins de l'autre. On n'est pas dans la stratégie, on est vraiment dans, tiens, l'autre souffre, qu'est-ce qu'il y a comme besoin derrière? Vous, ça vous a apporté quoi? Ça vous a aidé sur quoi dans votre chemin? Moi, ça m'a aidé à oser dire ce qui se passait à l'intérieur de moi et à apprendre à le dire avec le sourire et de ne pas attendre en fait la fin où j'avais l'impression qu'après, je vomissais tout ce que je devais dire à l'autre. Donc, il y a vraiment ce côté, tiens, je prends soin de mes besoins, je m'offre de l'empathie, même quand ça va mal, et d'abord mes besoins avant les autres. Et après, ça permet d'avoir une incroyable empathie pour l'autre et de voir au-delà de ce qu'il vit. Donc, prendre soin de ses besoins, c'est déjà les identifier. Oui, c'est ça. C'est déjà, et ce qui est important, c'est la pause. Je fais une pause et je vois, tiens, quel est mon besoin quand j'étais en colère, quand j'étais triste, et comment je peux prendre soin de ce besoin-là et vraiment s'amuser avec pour mieux communiquer aux autres. La croyance et la foi. Parce qu'on est pétri de fausses croyances, on est pétri de croyances également. Finalement, parfois, on nous dit faut lâcher prise, faut faire confiance. Est-ce que c'est là toute la différence entre croire certaines choses, mais avoir la foi? Est-ce que la foi, c'est se lâcher prise? Je pense que la foi, on peut se reconnecter avec elle, c'est d'avoir la foi en la vie, comme si notre âme nous guidait à chaque pas. Et que même si on est dans une période de brouillard, ok, si je continue à prendre soin de moi, si j'arrive à oser demander de l'aide, pas à pas, je vais réussir à trouver de nouveau le chemin. Et la foi, c'est inexplicable, mais c'est vraiment, pour moi, c'est une reconnexion à son âme et dire, ok, je te suis, même si j'ai les yeux fermés. Et il y en a qui ont plus que d'autres la foi, et c'est agréable d'avoir des gens autour de soi qui ont la foi. Comme ça, quand on va les voir, ils nous reconnectent tout de suite à cette foi intérieure. La confiance, en tous les cas, la confiance dans la vie. L'écoute de nos sens, vous évoquiez les différents sens tout à l'heure. C'est un entraînement, ça aussi, savoir écouter ses sens. Oui, c'est un jeu, moi j'adore ça. C'est juste de développer ses perceptions. Par exemple, là, j'ai une formation où ce mois-ci, on va parler des perceptions. Et donc, il y a des petits jeux. Par exemple, il y a un jeu que j'aime bien faire où je vais faire une pause dans la journée et je vais regarder autour de moi et voir est-ce qu'il y a 3 éléments visuels qui me font du bien, qui me font sourire. Et donc, je fais ça plusieurs fois dans la journée. Hop, le lendemain, je passe sur l'auditif. Est-ce qu'il y a des sons, est-ce qu'il y a un silence ou une musique que j'ai envie d'écouter qui me fait du bien? Et hop, le 3e jour, sur les sensations. Et ça permet de focaliser son attention sur un sens et de l'ouvrir. Et c'est vraiment la pratique qui fait que ça s'ouvre et que ça se développe. Et qu'on n'est plus, en tout cas, perméable à toutes les choses extérieures qui peuvent nous créer des petites micro-capsules de joie et qui font que peut-être on atteint justement pas une forme de sérénité, mais une forme de contentement en tous les cas. Oui, puis un vrai jeu avec l'univers, un vrai déjà jeu avec soi, d'apprendre à s'aimer, mais d'être vraiment son meilleur ami. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui vont chercher leur âme sœur, qui vont se dire mais c'est quoi ma mission de vie, et qui le prennent comme une obligation pour être bien. Et c'est de dire non. Comme une finalité en fait, finalement, pour être bien, comme le point de départ. C'est ça. C'est si j'ai pas trouvé mon âme sœur, je mérite pas de vivre. Si je suis pas maman, je mérite pas de vivre. Si je connais pas ma mission de vie, je mérite pas de vivre. Et se dire non, en fait, c'est cette connexion avec son âme qui est la plus importante. Est-ce que finalement, tous ces signes, on parlait des différents sens, mais également des synchronicités, est-ce qu'on n'essaie pas toujours de trouver du sens aux événements ou des biais de confirmation à peut-être des situations qui n'ont pas besoin d'avoir d'explication? Oui, ça c'est possible. Est-ce qu'on ne peut pas s'y perdre?
Alors, on peut s'y perdre. C'est pour ça que moi, j'aime bien me dire, OK, si j'ai vu un événement et que cet événement vibre à l'intérieur de moi, c'est que, en fait, c'est juste. Et c'est ça qui est important. Donc, si par exemple, à un moment, donc, j'ai vécu à La Réunion 1 an, je suis revenue en France et en métropole et je me suis dit, tiens, est-ce que je vais retourner à La Réunion? Et je vais voir une amie qui a un resto dans le nord de Paris. Et puis, je suis un peu tête en l'air et hop, je loupe l'arrêt. Et là, j'arrive à l'arrêt suivant et je regarde le long de l'arrêt et il y a écrit Réunion. Et là, hop, j'ai un frisson dans le dos. Et je me dis, ah ok, je vais retourner à La Réunion. Si je n'avais pas eu ce frisson à l'intérieur de moi, je n'aurais pas pris ce message comme un message pour moi. Donc c'est comme un message, une interprétation du mental. C'est ça. Sinon. Alors que si je vibre, si j'ai un sourire, si j'ai les mains qui picotent, là, ça c'est pour moi. C'est un jeu de piste du coup. Est-ce que c'est pas ça qui est le plus excitant finalement dans vous disiez la vie est un jeu et ce côté un peu jeu de piste, un peu chasse au trésor de qui on est, c'est ça qui rend aussi l'aventure un peu plus exaltante. Oui, c'est magique en fait. C'est ça qui est excellent, c'est que c'est comme si chaque jour était nouveau et pouvait m'apporter son lot de surprises, de connexions, de magie. Avec mon compagnon, on appelle ça les trèfles à 4 feuilles, comme si on en avait plein en fait en permanence. Tout à l'heure, vous parliez de faire une pause, de s'écouter, d'être dans le silence. Le silence, il a sa place comment dans votre vie? En tous les cas, est-ce que c'est par le silence que démarre en fait l'action? Quelle place vous lui donnez? Alors pour moi, c'est vraiment ce qui m'a aidée. Quand je plonge à l'intérieur de moi et que j'arrive dans ce silence-là, déjà, c'est comme si je me connecte réellement à ma vibration. Et déjà, ça fait du bien. Il n'y a plus le mental, il y a juste le fait d'être présent, d'être en paix et d'être connecté vraiment à cette belle énergie. Et ensuite, quand par exemple je me connecte à une autre personne pour entendre le message de son âme, je rentre toujours dans le silence, je me connecte à la personne et hop, j'entends le message de son âme. Donc ce silence, il me permet de me connecter à mon âme et à tout ce qui m'entoure. C'est vraiment la porte. On ne le cultive pas assez, le silence. On va toujours trop vite. On a envie d'en faire plus. On a envie de montrer qui on est. Et juste de s'arrêter et de développer sa paix intérieure, ce silence, c'est vraiment magique. S'arrêter, est-ce que c'est être face à un vide ou est-ce que c'est être face pleinement à qui on est? Mais pour certains, ça peut être aussi l'absence de beaucoup de choses et du coup, ça renvoie à la mort. Le silence, c'est la mise sur arrêt, en fait, ou l'arrêt sur image, comme on veut. Mais en tous les cas, est-ce que finalement, ça ne nous renvoie pas à cette peur profonde de la mort, de la solitude, du moment où il n'y a plus rien? Alors l'âme est très en lien avec la mort. Elle a même un peu la nostalgie parce que c'est comme si ça la connecte à une grande âme. Quelque chose qu'elle connaît déjà. Quelque chose qu'elle a déjà connu, qu'elle a déjà traversé plusieurs fois. Et pour moi, à la fin de la vie de ma grand-mère maternelle, c'est comme si j'avais vu, c'était la première fois que j'avais vu des entités lumineuses à côté d'elle. Et mon père me dit, tiens, est-ce que tu ressens leur énergie? Et j'ai vu leur visage et surtout cette sensation intérieure d'être en paix, d'être en calme. Donc, quand je me fais du souci pour une personne qui est en fin de vie, comme mon autre grand-mère, je ne sais pas si elle est en fin de vie, mais c'est une grand-mère. J'imagine, de temps en temps, quand je stresse ou quand je me fais un peu de soucis, j'imagine ces 2 anges gardiens à côté d'elle. Et donc, l'esprit, le mental, il pense que la mort, ça lui fait peur. Mais en même temps, tout ce qu'on vit en ce moment dans ce monde, c'est de dire, mais en fait, cher mental, on va mourir un jour, en tout cas notre esprit et notre corps. Donc maintenant, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? C'est quoi ta mission de vie? Est-ce que tu as envie de rester dans la famille que tu as construite? Est-ce que tu as envie de changer de métier? Est-ce que tu as envie de changer d'endroit de vie? Et donc, ça permet de réveiller aussi et de dire, ah, qu'est-ce qui est important maintenant? La mort, ça vous impressionne? Moi, je suis très en paix avec ma mort. J'ai appris à être en paix avec la mort des personnes que j'accompagne et la mort de mes parents. Mais la mort rassure, en fait. La mort, quand on stresse, par exemple, moi, il y a des moments où je vais être en avion et puis ça bouscule énormément. Hop, j'imagine ma mort sous forme de femme en face de moi. J'ai une petite phrase tirée de Bert Hellinger, celui qui fait les constellations familiales, qui est quand le moment sera venu, je serai prête. D'ici là, regarde-moi avec bienveillance. Et hop, ça me calme. C'est comme si je fais complètement confiance au fait qu'un jour, je vais mourir, mais que je peux être en paix jusqu'à ce moment-là.
Vous avez dit à l'instant, la mort, ça rassure. Mais Il y a beaucoup de gens que ça rassure pas. En tous les cas, est-ce que c'est parce qu'on en a une mauvaise compréhension? Est-ce que c'est parce que culturellement, on n'apprend pas à célébrer ce moment comme il le devrait à vos yeux peut-être? Comment vous voyez? Pour vous, il y a une vie après la mort? pour moi, il y a une vie après la mort. Pour moi, il y a d'autres vies que notre âme choisit. À chaque fois, notre âme choisit de vivre sur Terre. Donc, il y a beaucoup de personnes qui disent, mais ça sera ma dernière vie. Bah, c'est toi qui choisis, en fait, si c'est ta dernière vie ou pas. Et la mort rassure, par exemple, les sportifs de haut niveau, ils ont besoin d'être très proches de la mort pour être en paix. Et donc, ils ont ce côté exaltant d'aller proche de cette mort-là. C'est-à-dire d'être à la limite de pousser Ouais. l'organisme aussi et de vivre des sensations fortes. C'est ça, et comme si la mort était vraiment là, et là, ils sont en paix. Donc, pour moi, c'est sûr qu'on n'a jamais parlé de mort, on parle jamais de mort. Moi, quand ma grand-mère maternelle était en fin de vie, ben, en fait, on lui a même pas dit, les médecins lui ont même pas dit un jour, enfin, la mort est proche, les personnes n'osaient pas lui dire, et on n'en parle pas, en fait. Il y a pas, c'est comme si c'était quelque chose de tabou qu'on mettait sur le côté, alors qu'il n'y a rien de tabou. Et qui entretient l'inquiétude, en fait, puisque Oui, c'est quelque chose à redouter, Et puis on manifestement. sait tous qu'un jour on va mourir, mais c'est comme si on l'occulte et on le met de côté. Et je pense que c'est pas utile de le mettre de côté. C'est juste comment je peux être en paix avec ma mort, et ça me permet d'être encore plus vivant et de me dire wow, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Dans le 2e chapitre du livre, je parle beaucoup des caps de vie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on aimerait vivre ou accomplir avant de mourir. Et ça nous redonne cette sensation de dire est-ce que je suis alignée avec mon chemin de vie. La place du rêve dans tout cela, parce que finalement, est-ce qu'on s'autorise tant que ça à rêver, à co-créer la vie? On dit souvent, nos pensées deviennent nos mots deviennent nos actions, et on peut effectivement, quand on se met dans la bonne vibration et complètement aligné, co-créer sa vie et vivre ses rêves. Pour vous, on est dans une, comment dire, la vie, c'est un jeu où on peut tout envisager, même les rêves les plus incroyables. Je pense que moi, j'adore rêver et j'adore concrétiser mes rêves avec l'aide de l'intuition. Après, il faut accepter de temps en temps de lâcher prise sur un rêve qui va avoir une autre forme, ou au contraire, ça peut être avoir de la patience par rapport à ce rêve-là. Il y a des rêves qui peuvent être fous. Et après, c'est juste de dire, tiens, ok, j'ai ce rêve qui est très loin, comment je peux le vivre un peu aujourd'hui? Et c'est ce côté, tiens, je rêve de vivre à Bali. Ok, ben, avec la situation actuelle, quel est le besoin ou l'état que j'ai envie de vivre en étant à Bali? Ah ben, j'ai envie de prendre soin de moi, d'avoir des massages, d'avoir ce côté où je peux savourer la vie. Ok, maintenant, comment je peux le faire maintenant, même si je ne peux pas aller à Bali? Donc, il y a toujours ce jeu-là de visualiser un rêve, de dire, tiens, je vais le réaliser, s'il m'apporte de la joie et s'il est réalisable. Et après, de dire, et comment je peux le vivre un petit peu maintenant? Est-ce que ça rejoint finalement l'écart qu'il y a entre la volonté et le désir? J'ai reçu dernièrement Patrice Pouillard qui nous expliquait la volonté, c'est quelque chose d'extérieur, une force extérieure à nous, et le désir, c'est quelque chose d'intérieur. Est-ce que c'est la combinaison des deux qui fait qu'on arrive à vivre ses rêves, ou bien le désir suffit à entraîner l'action? Alors, je vais dans un monastère bouddhiste où de temps en temps, le vénérable moine me dit « Vous avez trop de volonté ». Il y a ce côté où, des fois, j'essaie de pousser les choses pour qu'elles arrivent. Et je pense que j'apprends encore à juste lâcher et accueillir ce que la vie me propose et de suivre le mouvement. Et je pense que ça, c'est beaucoup plus fluide. Par contre, je suis quelqu'un qui est quand même très tourné vers l'action. Donc l'idée, c'est pas de rester sur son canapé et d'attendre que tout se passe. Pas être dans l'attentisme. C'est ça, mais d'être quand même un mélange entre je passe à l'action et je vois ce que la vie me propose de vivre. Et tiens, est-ce que je tourne à droite? Est-ce que je continue? Il y a vraiment un jeu qui est sympa à vivre avec la vie ou avec l'univers. Et toujours, moi, j'adore me dire, tiens, qu'est-ce que mon âme, elle est en train d'apprendre grâce à ça? Oui, puis peut-être que finalement, notre volonté et donc nos actions liées à cette volonté nous offrent un champ beaucoup plus restreint que ce que la vie peut nous offrir. Exactement. Même avec des points de contact, des idées, des envies qu'on n'aurait pas forcément eues. La patience, justement, vous évoquiez le fait de s'acharner. Ouais. Est-ce que ça ne fait pas appel à la patience? Dans ce moment-là où j'étais encore en marketing et que j'avais envie de vivre de ma passion, on va dire financièrement, j'ai eu au moins 2-3 ans de patience. Je disais, mais je suis prête, mais en même temps, la vie me montre que ce n'est pas encore le chemin. Et donc, c'est délicat, la patience, c'est un chemin d'apprentissage. Et puis, de temps en temps, c'est le petit clin d'œil de l'univers qui dit, ah, tu voulais vraiment ça?
eh ben, tu l'auras pas maintenant. Et qu'est-ce que ça te fait? Et moi, ça me permet de lâcher prise. Comme s'il y avait un autre cadeau qui était derrière. Dans votre livre, vous citez Tony Robbins. Oui. Dans la vie, on a deux peurs. Celle de ne pas être à la hauteur et celle de ne pas être aimé. Ce sont deux peurs qui vous habitent, vous aussi? Je pense que ne pas être à la hauteur, ça va mieux. Pas être aimé, je pense que de temps en temps encore, je fais des choses pour être aimée. Je pense que j'ai encore ce côté-là un peu à l'intérieur de moi. Est-ce que c'est pas légitime aussi de vouloir être aimé? C'est finalement un besoin fondamental pour l'homme, d'une façon générale. Je pense que c'est important quand on est bébé, parce qu'en fait, il y a ce côté, cet attachement de dire on n'est pas autonome. Aujourd'hui, quand on est adulte, quand on est responsable, si on a cette vibration d'amour à l'intérieur de soi, je pense qu'il n'y a plus cette peur d'être aimé à l'extérieur. En tous les cas, si elle persiste, c'est d'arriver quand même à avancer avec cette peur, en l'acceptant et en essayant de la nourrir par soi-même. C'est ça, c'est d'accueillir qui on est, de dire bah, tiens, j'ai cette peur-là encore. Ok, comment je vais m'amuser avec cette peur-là? Tony Robbins, ils disent comment danser avec ses peurs pour continuer à avoir ce mouvement-là. Ou ça peut être juste bah, comment je reviens à l'intérieur de moi, comment j'arrive à me recentrer. Et en fait, la peur, après, n'est plus présente, ou au moins, elle est un peu plus loin, quoi. Accepter d'avancer avec ses peurs et avec l'impermanence de la vie. Dans cette impermanence, pour vous, il y a plus de magie ou plus d'angoisse? Il y a plus de magie, parce que c'est comme si à chaque pas, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Et donc, tous les possibles sont là. C'est ça. Et moi, j'aime bien, à un moment, j'étais partie 5 mois en sac à dos en Océanie, en Asie, et j'aimais pas être seule. Et je me suis dit, non, mais c'est ce qui a besoin d'être là aujourd'hui. Et quand j'arrivais dans un nouvel endroit et que je me disais, ah mais attends, je sais pas, est-ce que je prends la voiture, où est-ce que je vais, qu'est-ce qui se passe? Je commençais à sentir que ça a commencé à chauffer dans la tête. Et je disais, ah non, Sarah, c'est l'aventure. Et hop, je me mettais en mode aventure. Et le mode aventure, j'aime bien parce que c'est comme si j'accepte de rien contrôler et d'accueillir tout ce qui est. Et bien sûr, d'accepter de temps en temps d'être seule, mais ça fait partie du chemin. Et on arrive quasiment là au terme de cette émission. Aujourd'hui, que dirait en fait la femme que vous êtes aujourd'hui, celle qui a encore pas mal de route à faire? Que dirait-elle à l'enfant que vous étiez? Je pense que ça serait de dire, continue de jouer. Perds pas cette envie de jouer, même si les autres te disent qu'il faut être un peu plus sérieux, ou continue de jouer. En tous les cas, on va continuer à jouer, nous, à vos côtés, parce que pour les auditeurs qui ont envie de continuer à jouer à vos côtés, eh bien, je leur donne rendez-vous le 22 avril pour une masterclass privée BTLV, au cours de laquelle on va pouvoir développer notre intuition et créer notre mission de vie et réaliser nos rêves. Vous allez nous proposer des jeux, des méditations guidées. Ça va être une magnifique masterclass. Quant à moi, je vous dis un grand merci, Sarah. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis tout au long de cette émission et je vous dis à très bientôt avec grand plaisir pour un nouveau numéro de En Aparté sur BTLV.